au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette émission mensuelle sur la santé. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et la chance d'accueillir le docteur Jennifer Flandrin, qui est gynécologue, et nous allons parler de l'endométriose. Bonjour Jennifer. Bonjour Bruno. Comment vas-tu? Ça va. Voilà ce que je disais à Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, parce qu'il est caché derrière sa console. Bonjour Bruno, bonjour. Docteur, on est honoré d'avoir une gynécologue à nos côtés ce matin. Voilà. C'est un plaisir Notamment partagé. en ce mois de octobre rose, Oui. sensibilisation au cancer du sein. Oui, alors nous n'allons pas parler du cancer du sein parce que il y a pas mal d'émissions, pas mal de choses, mais l'endométriose, parce que l'endométriose est quand même un sujet dont on parle de plus en plus. Et Jennifer, peux-tu nous donner une définition de l'endométriose, ou qu'est-ce que c'est ? Alors l'endométriose, stricto sensu, c'est des cellules qui ressemblent à de l'endomètre, du tissu endométrial qui se trouve normalement au niveau de l'intérieur, enfin de l'utérus, la cavité utérine, qui se retrouve à un mauvais endroit dans la cavité abdominale, à différents endroits, et donc ça crée une maladie inflammatoire à cause de ces cellules qui se trouvent à des endroits qui ne devraient pas, où elles ne devraient pas être. Alors c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Est-ce qu'on peut mettre l'endométriose dans les maladies auto-immunes ? Alors, dans la fabrication de l'endométriose, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore, mais il y a plusieurs hypothèses, dont effectivement une hypothèse immunologique. En fait, dans l'histoire de l'endométriose, comment se créent ces cellules? Pourquoi ces cellules, elles viennent à ces endroits-là? On a plusieurs hypothèses. L'hypothèse qui avait été la plus répandue, c'était l'hypothèse de Samson, qui était celle du reflux des règles. Normalement, on se dit les règles, le sang s'évacue par le bas, par le vagin. Mais on sait que chez certaines patientes, normalement, les contractions s'effectuent vers le bas. Chez certaines patientes, les contractions s'effectuent vers le haut, ce qui fait que ça crée un reflux par les trompes de ce sang qui emporte ces cellules endométriales et qui se retrouvent dans la cavité abdominale. Ces cellules qui se retrouvent coincées dans la cavité abdominale, normalement, notre corps, nos macrophages, notre système immunitaire est fait pour que ça disparaisse, puisqu'ils vont les manger, les faire disparaître. Voilà, alors c'est vrai que pour nos auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, les macrophages, c'est des petites cellules qui vont aller manger ce qui est indésirable dans notre organisme. Le non-soi, ce qui ne se retrouve pas normalement au bon endroit, les macrophages sont censés les grignoter. Et là, ce qui se passe dans l'endométriose, c'est que ça ne marche pas très bien de ce côté-là. Et a priori, c'est une hypothèse, on ne sait pas encore, il y a plein d'études là-dessus actuellement, mais qu'il y aurait une petite baisse d'immunité de ce côté-là, et donc un système immunitaire pas assez compétent pour aller grignoter ces cellules. Et il est vrai que, indépendamment de l'endométriose, le système immunitaire, d'une manière générale, alors je sais pas si tu as lu quelques études, il y en a une qui est sortie avant l'été, sur le fait que, d'une manière générale, le système immunitaire, notamment chez les adolescents et adolescentes, était plutôt en baisse, lié à un stress chronique. Une mauvaise hygiène alimentaire, la sédentarité, etc. Donc oui, ça peut être, j'imagine, une piste que les chercheurs C'est une piste. Après, explorent. il y a d'autres pistes. Il y a les pistes embryonnaires aussi, où on se dit qu'en fait, c'est des cellules qui, normalement, à l'état embryonnaire, migrent vers un endroit. Et puis, comme le petit poussé, ça laisserait des petites cellules à des endroits où il faudrait pas, en attendant d'arriver à l'étape finale. Ça expliquerait qu'on ait retrouvé de l'endométriose chez certains fœtus. D'accord. Ok. Donc ça très très tôt dans la fabrication du fœtus que la genèse du fœtus qui aurait ça. Ça expliquerait aussi l'endométriose chez les adolescentes qu'on retrouve aussi actuellement. Ce qui voudrait dire les patientes qui ont eu très peu de règles ont eu très peu de reflux en vrai. Donc elles ne devraient pas avoir l'endométriose dans cette hypothèse. Donc il y a plusieurs hypothèses comme ça qui expliquent, mais à chaque fois il y a l'hypothèse effectivement d'un problème au niveau de l'inflammation aussi. Oui, parce que j'imagine pour moi, vu de mon côté
plus générale, on doit avoir une inflammation de bas grade qui est là en permanence. Oui, forcément, puisque il y a quand même des cellules qui se retrouvent à des endroits qu'il faudrait pas. Donc il y a tout un système immunitaire qui se met quand même en place, même s'il n'est pas complètement compétent. Ça crée une inflammation et c'est cette inflammation qui est douloureuse en fait. C'est l'inflammation. C'est pour ça que les lésions qu'on retrouve de l'endométriose qu'on peut voir en chirurgie, en échographie, en IRM, elles sont pas corrélées à la douleur en fait. C'est vraiment l'inflammation ou les endroits, les nerfs qu'elles peuvent toucher qui va donner le signal douloureux en fonction de chacun. Du coup, puisqu'on est sur la douleur, quels sont les signes cliniques de l'endométriose? Comment, en tant que gynécologue, toi, tu vas penser à cette pathologie? Alors, quand on pense à quand est-ce qu'on pense à l'endométriose? Donc déjà, on interroge la patiente, savoir pourquoi elle vient, mais si elle le décrit pas, de toute façon, on demande forcément s'il y a des douleurs pendant les règles. Les douleurs pendant les règles, du coup, il y a différents types de douleurs pendant les règles. Il y a les douleurs qu'on dit fonctionnelles, qui sont dues au fonctionnement de l'utérus. En fait, l'utérus, quand il y a les règles, il y a une molécule qui est sécrétée qui s'appelle une prostaglandine. Et cette prostaglandine fait que on donne des contractions de l'utérus et ces contractions, c'est douloureux. Mais ça, ces douleurs fonctionnelles, elles arrivent souvent que le premier, voire le deuxième jour des règles. C'est des douleurs qui sont supportables. Parfois, on a besoin de prendre un petit anti-inflammatoire qui va calmer ces prostaglandines, mais ça reste des douleurs qui doivent être complètement supportables et ne doivent pas atteindre la vie de tous les jours. Ça ne doit pas nous empêcher, quand on est adolescente, d'aller à l'école ou d'aller au travail quand on est plus âgé, ou on doit pouvoir faire ses activités, du sport si on a envie, etc. À partir du moment où c'est une douleur qui est invalidante, qui résiste aux anti-inflammatoires et qui dure parfois toute la durée des règles, parfois même elle arrive avant les règles, ça c'est des choses qui nous feraient penser qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas et on va aller plus loin dans les examens. Il y a aussi d'autres choses associées qu'on recherche en plus des douleurs des règles, c'est les douleurs, par exemple quand on va uriner. Les douleurs urinaires pendant les règles, ce n'est pas normal. D'avoir la sensation d'avoir des infections urinaires à chaque règle, c'est pas normal. Les douleurs quand on va à la selle aussi, c'est des douleurs qui nous font penser qu'il y a peut-être des lésions d'endométriose qui sont plutôt situées dans le compartiment postérieur, donc qui toucheraient le digestif. Okay. Il y a aussi les douleurs pendant les rapports. D'avoir mal pendant les rapports, ce n'est pas normal. Les douleurs d'endométriose, c'est plutôt des douleurs profondes. C'est des douleurs à la pénétration profonde, comme s'il y avait quelque chose qui gênait dans le fond du vagin, une douleur qu'on appelle balistique. C'est vraiment un point qui peut être douloureux au fond du vagin. Donc tout ça, les douleurs chroniques aussi, des douleurs en dehors des règles. Quand on sent des douleurs de règles en dehors des règles, c'est pas normal. Ça ne doit pas arriver. Et sur la douleur, sur l'échelle de 0 à 10, du coup, les patientes se situent à peu près à combien pour qu'on ait un peu une idée du niveau de douleur? Je sais que la douleur est propre à chacun et on n'a pas tous la même résistance à la douleur. Ouais, alors ça, c'est assez subjectif. C'est pour ça que je parle pas vraiment d'échelle de douleur. Je parle vraiment de limitation des activités parce que y a des patientes qui sont résistantes à la douleur et elles vont dire moi j'ai mal à 3 sur 4, à 3 sur 10 et puis au final elles disent non, je vais pas quand même au sport parce que je le sens pas bien. Donc c'est difficile d'objectiver. Si quand on avait fait une étude, j'avais fait une étude il y a quelques années sur des adolescentes et on avait mis l'échelle visuelle analogique à 7 sur 10. Mais en vrai, ça veut pas dire grand-chose puisque ce qui ressortait le plus, c'était plutôt l'absentéisme scolaire ou les limitations des activités. Et du coup, est-ce qu'il y a des chiffres sur la population ou le type d'âge de femmes qui sont plus concernées par l'endométriose ou est-ce que on sait pas trop Alors, de toute façon, c'est toutes les femmes en âge de procréer. Oui. Donc, ça peut être de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Et en termes de prévalence, c'est une femme sur 10. Donc, ça couvre quand même 10% des femmes. 10%, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Et il y en a qui ne sont pas diagnostiquées parce qu'elles n'ont pas ces douleurs, parce que c'est ce que je disais, ça dépend où elles se trouvent en fait, cette endométriose. Il y a des patientes à qui on va découvrir de l'endométriose, elles ont 45 ans et elles n'ont jamais eu de douleur, elles ont eu des enfants, il ne s'est jamais rien passé en fait. Et puis il y en a d'autres, elles ont très peu de lésions, on les voit presque pas, et elles sont très invalidées dès le plus jeune âge. Et est-ce que
parce qu'on a un peu ce que je disais tout à l'heure, le système immunitaire de manière générale chez les jeunes adultes ou les adolescents qui baissent. On a un peu l'étude qui a été sortie. Il y a aussi une étude en cardiologie qui allait montrer que les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes ont perdu à peu près 30-35% de leur capacité cardiaque liée à la sédentarité, liée au mode de vie, etc. Est-ce que on a aussi de plus en plus, est-ce que tu vois toi dans ton cabinet ou dans les études de plus en plus de sujets jeunes concernés par l'endométriose ou les pathologies gynéco en général? Est-ce que ça corrèle avec la cardiologie par exemple ou d'autres pathologies Oui, alors effectivement, alors est-ce qu'on prend plus soin de nos ados aussi parce que maintenant on a ancré dans l'idée que quand même d'avoir des douleurs pendant les règles, ce n'est pas normal. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Il y a plusieurs années, on disait tu souffres, c'est normal, t'es une femme. C'est normal, c'est ça. Les femmes, c'est fait pour souffrir. C'est fait pour souffrir tous les mois et puis on n'y peut rien. C'est ça. Voilà. Souffre en silence. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On prend quand même, je pense, beaucoup plus soin de ce côté-là de nos ados et des femmes en général. On écoute plus les femmes aussi. Donc, est-ce qu'il y a un biais? Effectivement, moi, j'en vois plus parce qu'il y a ce biais-là, ou est-ce qu'il y en a vraiment plus? C'est difficile à dire. En tout cas, effectivement, dans ce qui avait été révélé dans les études cardio, où on voyait qu'il y avait une baisse de tout ce qui était les capacités physiques, etc. C'était surtout en lien avec la sédentarité. Donc, moi, que je vois en lien avec la sédentarité, c'est l'augmentation du poids. 30% chez les adolescents ces dernières années d'augmentation. Et avec tous les troubles hormonaux qu'on peut avoir avec l'augmentation du poids. Mais en tout cas, sur l'endométriose, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de lien hormonal. Donc, pas vraiment de lien pour moi de ce côté-là pour l'instant. De statistiques ou de liens. Donc on connaît pas les causes, on sait pas trop. Je pense que peut-être que toi tu le vois dans la consultation, est-ce que du coup ça crée un peu chez les femmes qui ont une endométriose, est-ce que immédiatement, parce que c'est un peu la peur des gens en général, le cancer, parce que on sait aussi que malheureusement on a une augmentation des cancers de manière générale, une augmentation des cancers plutôt digestifs. Est-ce que du coup les femmes font un amalgame entre l'endométriose et les cancers hormonodépendants ou les cancers pas vraiment. Moi, généralement, la population que je vois quand on diagnostique de l'endométriose, c'est plutôt la question de la fertilité. C'est vraiment la grosse question parce qu'on a souvent dit endométriose égale infertilité, ce qui n'est pas le cas. Tu as anticipé une de mes questions. Mais en tout cas, dans ce qui est endométriose et cancer, on a quand même une augmentation du risque de cancer de l'ovaire avec l'endométriose. Qui ressort, donc on surveille, mais sur le reste, sur les cancers du sein ou cancers de l'utérus, on n'a pas eu d'augmentation. D'accord. Donc ça c'est plutôt rassurant parce que c'est important. Je pense, on en parlait avant de prendre l'antenne. On a des patients qui sont de plus en plus informés, docteur Google entre autres, c'est toujours tout mieux que les médecins et du coup les patients font eux-mêmes leur diagnostic. Je discutais cette semaine avec un cancérologue qui me disait je suis effaré de la quantité de compléments alimentaires que peut prendre des patients qui nous en parlent pas et qui par exemple, on sait que la chimiothérapie et le but de la chimiothérapie est d'oxyder les cellules cancéreuses et les gens parce qu'ils sont fatigués prennent des antioxydants, des vitamines. Pensant bien faire. Pensant bien faire. C'est toujours pensant bien faire, mais il faut que le patient communique avec les médecins et donc on peut aussi imaginer que les femmes vont regarder sur Google et on y voit de tout et surtout ce qui fait peur parce que c'est les premières choses qui apparaissent dans les moteurs de recherche, quoi. Alors c'est sûr que quand j'ai une consultation pour des douleurs de règles, même si moi j'ai pas de choses qui m'orientent vers l'endométriose, il y a toujours un moment où la patiente me dit est-ce que vous pensez pas que j'aurai de l'endométriose? Et donc c'est là où j'argumente et effectivement et où j'explique pourquoi je ne pense pas à de l'endométriose, mais que on garde ça en tête et que s'il y a d'autres choses qui nous feraient penser qu'il y a de l'endométriose, bien sûr qu'on chercherait, mais de toute façon qu'il y ait de l'endométriose
l'endométriose ou pas, en vrai, les traitements que je proposerai pour des douleurs de règles seraient les mêmes. D'accord. Que je trouve de l'endométriose ou pas, si les douleurs me paraissent invalidantes, si j'ai pas la réponse formelle qui est de l'endométriose ou pas, je propose les mêmes traitements. Donc, est-ce que y aurait un intérêt alors j'ai la réponse en même temps. Parce que du coup, suite à l'émission, on pourrait se dire, tu vas avoir un afflux où tous tes confrères et consoeurs vont avoir un afflux d'adolescentes qui vont venir. Est-ce qu'on peut pas précocement imaginer faire alors pas un diagnostic, mais essayer de l'identifier avant que l'endomètre se balade un peu partout. Est-ce qu'on pourrait avoir un traitement préventif de l'endométriose ? Oui, ou un diagnostic en amont, avant même qu'il y ait une prolifération des cellules. Alors, faut imaginer qu'en fait, il n'y a pas de traitement qui prévient de l'endométriose. On a beaucoup dit, la pilule, si on la prend en continu, on n'a pas de règles, on n'a pas d'endométriose. On n'a pas d'endométriose. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi, moi. Ce qui n'est pas vrai, en fait. Ouais. Parce que moi, du coup, vieux, hein. ce qui explique effectivement que la théorie de Samson n'est pas que ça, qu'il y a d'autres choses derrière qui pourraient expliquer ces lésions d'endométriose. Donc, on n'a pas de traitement préventif. C'est pas parce qu'on va prendre la pilule qu'on va empêcher l'endométriose. C'est pas parce qu'on la prend en continu qu'on va empêcher l'évolution. Sur l'évolution, on n'a aucun moyen d'action. On a actuellement, peut-être un traitement qui est en cours, on regarde un petit peu, qui s'appelle le Dienogest, qui a une activité un peu plus anti-inflammatoire sur les cellules de l'endomètre, et donc on pourrait se dire que ça évite effectivement l'évolution, mais pour l'instant, on n'a aucune preuve. Il n'y a aucun traitement qui pourra dire qu'on n'aura pas, que la femme ne développera jamais d'endométriose. Voilà. Et je te remercie, Jennifer, parce que du coup, là, je viens de prendre un coup de vieux en actualisant mes connaissances, parce que il est vrai que il y a des connaissances où on nous disait il y a 30 ans qui ne sont plus vraies. Voilà. D'où l'intérêt de faire des émissions avec des professionnels à jour. Et puis je vois Jean-Pierre là qui est prêt à appuyer sur la souris, parce que je vous propose, chères auditrices et auditeurs, de faire une pause musicale. Alors si le titre est bon, Jean-Pierre, tu me corriges, c'est Maeva. Le titre, je l'ai oublié, alors bon, c'est l'âge, mais c'est un super titre, une super musique que je vous invite à écouter avec grand plaisir. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Comment ça va ? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Eh bien, effectivement, c'était Jean-Pierre avait pas menti. C'est une super chanson, Maeva. Cette fois, c'est toi. Un vrai régal. Merci, Jean-Pierre. Donc, nous allons, Jennifer, reprendre le cours de notre émission. Donc, tu as bien répondu sur le risque de cancer. Moi, j'ai une autre question, parce que c'est des questions que quelquefois on m'a posées ou que j'ai de temps en temps. La différence entre le syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose. J'imagine que même si ce syndrome des ovaires polykystiques n'est pas le thème de la journée, mais peut-être bien de clarifier un peu ces deux pathologies. Alors, c'est pas du tout la même chose. Oui. Ce que je disais, c'est que l'endométriose, on parle vraiment d'inflammation de cellules qui se trouvent pas du tout au bon endroit. C'est complètement différent. Alors que le syndrome des ovaires polykystiques, pour le coup, c'est un trouble hormonal. Alors il y a des critères pour parler du syndrome des ovaires polykystiques. C'est un mauvais terme déjà. Il n'y a pas de kyste sur les ovaires. C'est en fait des ovaires qui sont hyperstimulés, et il y a des follicules qu'on dit antro. Alors ils sont pas antro, c'est antro A-N-T-R-A-U-X, du follicule antral, qui sont trop visibles aux échographies. C'est comme ça que ça avait été décrit. C'est qu'en fait on faisait des échographies, on voyait des gros ovaires avec plein de follicules dessus qui apparaissent en noir à l'échographie. Et donc on se disait qu'ils sont polykystiques. Mais il n'y a pas de vrai kyste. Faut pas s'imaginer qu'on va se faire opérer de kyste ou quoi. Quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un trouble hormonal en fait. Le trouble hormonal qui est décrit, qui a été décrit plusieurs fois, et dont notamment il y a les critères de Rotterdam qui avaient été établis en 2004, qui ont été révisés en 2024, 20 ans après. La science des fois met du temps à évoluer. Mais grosso modo, on connaît bien ce syndrome et ça fait très longtemps qu'on l'étudie. Ce syndrome des ovaires polykystiques, c'est défini par un trouble du cycle menstruel. C'est des règles qui ne sont pas forcément régulières.
Parfois, il y a des patientes qui ont des syndromes des ovaires polykystiques et qui ont des règles 2-3 fois par an, d'autres qui ont des cycles plutôt longs, plutôt de 45 jours, et puis ça peut faire des saignements un peu aléatoires. C'est vraiment un trouble des règles. C'est qu'on peut avoir des aménorrhées ou des dysménorrhées sur les syndromes polykystiques. Et puis, associé à ça, on a un trouble hormonal qui se révèle cliniquement par de l'acné, par des poils qui poussent là où ça devrait pas pour une femme, par exemple les poils au niveau du ventre, au niveau des seins, au niveau du visage aussi, donc de la lèvre supérieure, du menton. Et la dernière chose, c'est donc et puis cliniquement, biologiquement pardon aussi, on peut avoir des troubles hormonaux avec une augmentation de la testostérone. Oui, ça c'est facile, effectivement, on peut tester les hormones par un bilan sanguin. Et puis le dernier critère, c'est le critère échographique avec justement au niveau de l'échographie plus de 15 follicules par ovaire. Donc ça, c'est les 3 critères, mais on peut en avoir que 2 sur 3 pour parler de syndrome des ovaires polykystiques, en ayant éliminé quand même les choses qui peuvent ressembler à du syndrome des ovaires polykystiques, mais qui sont plus graves, les blocs enzymatiques, les trucs comme ça. C'est pas le sujet. Là où on peut se tromper entre l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, c'est que parfois les ovaires un peu gros, ils peuvent être un peu douloureux effectivement, mais c'est pas du tout la même chose. D'accord, c'est que le tableau clinique est différent, c'est que les femmes qui ont des ovaires polykystiques n'ont pas forcément les douleurs aussi importantes que l'endométriose. Exactement. C'est plutôt un dérèglement c'est un du dérèglement cycle hormonal. et qui là, j'imagine, avec un apport de pilules ou d'hormones spécifiques, peut être réglé. C'est ça. Après, ça dépend quel est le problème. On pourra refaire une émission pour en discuter du syndrome des ovaires polykystiques. Mais oui, parce que je vois que tu es à l'aise. Toi, tu étais, ce que je disais, tu étais tendu, mais là, j'ai l'impression que tu es au moins à ta millième heure d'émission de radio. On parle de sujets que je maîtrise, donc ça va. Oui, c'est toujours effectivement plus facile. On parlait des douleurs à la pénétration. On va revenir sur l'endométriose. Moi, j'ai envie de te dire, l'endométriose et la sexualité. Quid de la sexualité, à la fois sur effectivement le ressenti physique, et est-ce que du coup chez la femme il y a une baisse de libido? Est-ce que ça peut poser un problème dans le couple? Parce que moi j'ai vu des patients, notamment des patientes ménopausées, alors j'en avais pas beaucoup, où la femme avait plus d'envie, etc. Mais le monsieur, lui, et d'autres, du coup ça crée des tensions dans le couple. Est-ce qu'on a ce même schéma? Effectivement, du coup, forcément, quand on a mal, on n'a pas envie. Logique, à moins d'être un peu maso. Mais... Voilà, moi, si j'ai mal, j'ai pas envie d'avoir des rapports, et moins j'ai de rapports et moins j'ai d'envie aussi. Donc ça crée un peu le cercle vicieux, mais on peut le comprendre que ces douleurs soient impactantes dans la vie sexuelle du couple, et que si le monsieur ou autre, le partenaire, pardon, ne comprend pas un petit peu les choses, n'y va pas doucement aussi, ça peut être compliqué dans le couple, mais il faut comprendre qu'en plus, le fait d'avoir des douleurs chroniques, ça crée une baisse de libido aussi, ça joue sur le moral. Le moral, voilà, ça peut aller jusqu'à des vrais syndromes dépressifs. Chez des patientes qui ont des douleurs chroniques dues à l'endométriose, elles peuvent vraiment avoir des syndromes dépressifs, et on sait que par baisse des hormones du bonheur, on a moins envie d'avoir des rapports, donc on baisse la libido aussi. Et donc tout ça, ça se travaille effectivement sur les douleurs dans le fond du vagin, sur les douleurs mécaniques. On peut travailler là-dessus, on peut travailler soit avec des traitements hormonaux, effectivement, pour essayer de diminuer l'inflammation, soit des traitements chirurgicaux, ça peut arriver. Quand il y a un nodule qui fait vraiment mal dans le fond du vagin, on peut aussi être amené à l'enlever, ça peut être une indication. On peut travailler aussi avec des kinés. D'accord. Ce qui peut faire mal aussi à la pénétration, dans le fond, c'est les ligaments. Les ligaments, en fait, faut imaginer que l'endométriose, c'est un peu comme du chewing-gum. C'est qu'à partir du moment où il y a une lésion d'endométriose, elle va essayer d'attraper tout ce qu'il y a autour. Et ça fait de la rétractation, ça fait vraiment, ça rétracte tout, et ça peut rétracter les ligaments, notamment les ligaments qu'on appelle les ligaments utérosacrés, qui sont les ligaments qui s'insèrent en arrière de l'utérus pour fixer l'utérus vers le sacrum. Et en fait, ce ligament-là,
il est souvent impacté par l'endométriose parce que c'est l'endroit déclive dans le corps, et donc c'est là où se localisent le plus souvent les premières lésions d'endométriose. Alors pas toujours, hein, mais le plus souvent. Et donc du coup, ça crée des nodules qu'on appelle du torus. Cet endroit où les deux ligaments utérosacré droit et gauche se retrouvent en arrière de l'utérus, ça crée un nodule. Et ce nodule, il peut être très douloureux à la pénétration, mais ce nodule, c'est celui qu'on peut opérer, mais aussi créer donc la rétractation des ligaments. Lui, et le kiné peut intervenir, l'ostéo aussi peut intervenir sur la mobilisation de ces ligaments. On reviendra un peu sur tous ces traitements, plutôt sur la fin de l'émission. Donc ça, c'est mécanique. Mécanique. Est-ce que dans la gestion de la douleur, par exemple, on pourrait envisager avant un rapport, je sais pas, des ovules à la xylocaïne ou des choses comme ça, c'est-à-dire que non. Moi, péridurale non plus. Non, non, il faut que quand même l'acte sexuel, il doit être naturel. Il doit aussi être plaisant. Si on met de la xylocaïne, on endort. La femme ne ressentira rien du tout. Et donc il y a plus de. Ok, elle a pas mal. Mais elle sera passive totalement, voilà. Et puis attendra que ça se passe. Est-ce que c'est ça la sexualité ? Est-ce que c'est faire plaisir qu'à un à chaque fois ou... Après, moi, c'est ce que j'explique à mes patientes. Si vraiment ça fait mal à la pénétration, il peut y avoir de la sexualité sans pénétration. Oui. Complètement, oui. Oui. Est-ce que toi, tu vois à la consultation les partenaires qui viennent, parce que je pense que ça peut être pas mal que le ou la partenaire vienne de manière à avoir, tu vas te poser les questions et puis que tu puisses les rassurer ou les conseiller effectivement, parce que tu as raison, la sexualité c'est pas que l'acte de pénétration, quoi. Tout à fait. Alors j'ai pas souvent les partenaires, j'avoue. Ça m'arrive très rarement, mais quand il est là, c'est vrai que je me dis qu'il y a quand même c'est qu'il est impliqué dans les choses. Parfois, il y a aussi des partenaires qui se bloquent parce que du coup, comme la patiente, elle a eu mal, ils ont peur de faire mal et ça peut aussi baisser la libido du monsieur. Côtés, donc ça peut être aussi un peu des deux côtés. Donc c'est bien effectivement de rassurer. Alors moi je ne suis pas sexologue, donc j'adresse assez facilement en sexologie quand il y a vraiment des troubles dans le couple. On adresse donc au kiné, etc. pour travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'après pour tout ce qui est de travailler en couple, ce sera plutôt avec un sexologue. Oui, et je pense que c'est important parce que la femme est concernée, mais effectivement ça concerne le couple. Et je pense que pour l'harmonie du couple ou le bien-être, c'est bien que les deux partenaires puissent aborder le sujet ensemble pour voir, même si ça va pas régler de manière magique, mais au moins qu'il y ait une compréhension, parce que ça reste encore un sujet un peu tabou. Alors ça a probablement évolué, mais moi je me souviens en 95 ou 96, c'était ma première consultation en libéral où la sexualité c'était deux jeunes qui venaient et lui savait pas où il devait mettre son sexe. Et j'avoue que j'en ai un souvenir très précis et je me suis rendu compte que la sexualité, alors ça a peut-être évolué, mais dans ces années-là c'était très tabou, quoi. On n'en parlait pas et puis du coup quand il y a des blocages, et moi j'ai souvenir que là je me demandais s'il n'y a pas une caméra cachée quelque part, toi. Non, et puis c'est des situations où on se sent démuni parce que en tant que professionnel, on n'est pas forcément préparé à tout ça. Quoi. Quand on est gynéco, on fait pas de sexo, donc c'est au fur et à mesure qu'on apprend à parler de ça aux patientes. La sexo, ça reste un DU à part, un diplôme à part, une formation qui nécessite. C'est pas du, on fait pas ça au petit bonheur la chance ou quoi que ce soit. Donc ça c'est pour le volet sexualité et le volet fertilité, parce que c'est effectivement comme tu disais tout à l'heure, les femmes, elles, ce qui les préoccupe, c'est vraiment, est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants ? Tout à fait. Alors ça, c'est difficile de répondre à la question. Quand je vois des patientes où j'ai prescrit les examens, on a trouvé de l'endométriose, je peux pas leur dire si elles sont fertiles ou pas. Je peux pas. Sauf si vraiment je vois qu'il y a des trompes complètement dilatées, bouchées, et que je sais que dans ce cas-là, ça ne passera pas, les spermatozoïdes pourront pas rencontrer l'ovule. Dans ce cas-là, effectivement, je peux le dire. Mais peu importe l'étendue de l'endométriose, je ne peux pas dire quand je vois une patiente si elle est fertile ou pas. Donc, la seule chose que je peux lui dire, c'est que tant qu'elle n'a pas essayé, je ne pourrais pas savoir, mais que on sait que dans les cas d'endométriose, on va pas essayer pendant 2 ans toute seule, en gros, sauf si c'est son souhait, mais que si au bout de 6 mois d'essai bébé, ça ne fonctionne pas, on refait un point.
D'accord. Et puis après, on se diriger les patientes sur d'autres... Et puis aussi, en fonction des douleurs, si on voit que la patiente, elle est douloureuse à chaque cycle, une fois qu'on arrête la pilule, qu'elle tient pas à chaque cycle, on va pas poursuivre son calvaire, on va l'aider à tomber enceinte avant. Oui, parce que même s'il n'y a pas vraiment d'infertilité. L'idée étant pas de réduire au maximum la douleur. Donc ça, c'est parce que et du coup, est-ce que le stress que peut occasionner le fait, parce que je connais des femmes, et j'ai eu aussi des femmes qui faisaient des IVG et qui ça marchait pas, et puis à un moment donné on leur dit on arrête là. Et est-ce que le facteur stress peut alors moi j'ai ma petite idée, du coup aggraver l'endométriose ou aggraver l'infertilité ou un peu un mix des deux? Les deux, effectivement. On voit bien des patientes qui n'ont pas d'endométriose, qui sont hyper stressées, hyper vigilantes, et ça ne fonctionne pas quand elles sont trop dans le contrôle, et du coup, ça ne fonctionne pas pour tomber enceinte. Et que dès qu'elles lâchent prise, elles tombent enceintes. On en voit beaucoup. Donc, le stress chronique, c'est pas bon du tout pour rien, d'ailleurs. Pour rien, pour aucun mécanisme dans le corps. Et donc, du coup, c'est vrai que ça aggrave aussi l'endométriose forcément parce qu'on a une baisse d'immunité avec ce stress chronique et donc. Oui, et puis le stress, le sujet moi qui m'anime depuis mes études, c'est l'équilibre acido-basique et on sait que le stress est responsable pour 70% de l'hyperacidose tissulaire. Donc oui, le stress c'est quelque chose d'important à traiter. Il faut les inviter par des techniques qui leur conviennent. Parce que moi j'ai souvenir à la consultation que des femmes qui arrivent avec un catalogue de relevés de température et qui oblige le conjoint tel jour à telle heure d'avoir un rapport, et ça se passe mal parce que forcément, là on est, comme tu disais tout à l'heure, on est plus dans l'hyper-contrôle. L'hyper-contrôle, le plaisir, il y en a plus et ça marche pas bien. Et c'est stressant parce que ça marche pas et elles arrivent pas à lâcher prise. Donc ça, c'est des patientes qu'il faut prendre en charge sur le plan aussi psychologique, les aider, les accompagner. Mais après, c'est parfois leur fonctionnement et on a du mal à les faire lâcher prise. Oui, et donc je te remercie, Jennifer. On va refaire une deuxième pause. Jean-Pierre, toujours le doigt sur la souris pour lancer la pause. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer comme morceau? 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Comment ça va? Doc Bruno parle de votre santé sur Radio Grand Lac. Alors, on va terminer l'émission sur les traitements, mais avant, je vais rebondir sur la publicité qu'on vient d'entendre sur la bière à consommer avec modération. Alors, Jennifer, dans la bière, il y a du houblon. Est-ce que tu sais que le houblon, c'est par excellence la plante de la femme, notamment dans la ménopause? Ah, pour les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, et puis surtout, ça rend les femmes aimables. Alors, je ne sais pas à quelle dose de bière ça rend les femmes aimables, mais le cône de houblon est effectivement réputé pour apaiser les femmes et réguler, apaiser les bouffées de chaleur. Bon, c'était la petite parenthèse. Je vais pas dire à mes patientes de boire de la bière pour ça. Non, c'est pas l'idéal. La consommation d'alcool. C'est pas bon pour la santé. Et ça fait monter les bouffées de chaleur. Donc au final, le houblon, je sais pas si dans la bière il est très efficace. Alors moi, je connais un club de course à pied où après la course à pied, il y a des bières qui sont bues après. Je sais pas si tu connais ce club-là. Un petit peu. Voilà. Bon, on n'en parlera pas plus, mais c'est un club sympa puisque tous les deux on est dans ce club. On a vu les traitements, on a vu un peu les impacts sur la vie. Une fois que l'endométriose, quels sont les traitements que tu peux proposer, ou toi avec ton expérience, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné ou qui fonctionne le mieux dans la prise en charge de l'endométriose? Alors, je peux pas dire qu'il y ait un traitement qui fonctionne. Je pense que c'est très individuel en fonction des patientes. La médecine et les traitements d'ailleurs devraient tous être individualisés. On est tous différents, donc on peut pas répondre tous à la même chose. C'est vrai qu'on a tendance à dire l'endométriose. Pourquoi on traite puisque de toute façon, je vous ai dit, ça va pas diminuer. L'évolution de la maladie. On traite pour la qualité de vie. On traite pour que ce soit quelque chose de supportable, qu'on puisse vivre tous les jours avec l'endométriose sans douleur. Donc c'est des traitements qu'on dit symptomatiques. Ça traite les symptômes. Le seul traitement qu'on pourrait dire
curatif, ce serait de la chirurgie. La chirurgie, il faut qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'il faut retirer toutes les lésions. Une hystérectomie totale ou non, juste les lésions quoi. Toutes les lésions. Donc, faudrait retirer toutes les lésions, mais on sait que on peut pas tout retirer en plus. Ça peut être délétère chez une femme jeune à qui on va retirer énormément de lésions sur des ovaires, on va bousiller ses ovaires et la fertilité, pour le coup, va être fortement impactée. Donc, on ne peut pas retirer toutes les lésions et on sait que ça peut repousser en fait. C'est ça, même après de la chirurgie. Après une chirurgie, ça peut revenir. Ouais. Donc, c'est pas la solution miracle. C'est ça, c'est pas question non plus de faire passer les femmes sur le billard tous les 6 mois. Exactement, c'est ça, et ça peut être en plus des chirurgies très lourdes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on pouvait avoir des lésions au niveau digestif, c'est-à-dire que la chirurgie, elle peut parfois nécessiter qu'on retire des bouts d'intestin. Donc, c'est des patientes qui se retrouvent parfois avec des colostomies, des poches extérieures pour le temps de pouvoir remettre en connexion le côlon, parce qu'on peut parfois pas le remettre tout de suite en connexion. Donc, c'est quand même des chirurgies qui sont pas toujours très sympas. Et puis, douloureuses en post-op. Voilà, en post-op. Et puis, on va pas y revenir tous les 6 mois parce qu'un ventre, quand il a été opéré une fois, il crée des cicatrices. Les cicatrices, elles peuvent aussi être douloureuses. Donc, c'est un peu le cercle vicieux. Donc, tant qu'on peut éviter d'opérer, on évite d'opérer. Donc, vers quoi on se tourne ? On se tourne sur des traitements symptomatiques du symptôme qui est principalement la douleur. Donc, les traitements peuvent soit être des traitements médicamenteux hormonaux. Donc, tout ce qui est pilules, on en a plein de sortes. On a des pilules œstroprogestatives qui apportent des oestrogènes, de la progestérone. Parfois, ça suffit pas. Parfois, il y a des contre-indications à ces pilules. Donc, on passe à des pilules progestatives. Les pilules progestatives, c'est celles, pour les femmes qui connaissent, c'est des pilules qu'on prend en continu, qu'on n'arrête jamais. Il y en a plusieurs sortes, des pilules progestatives. Ça marche pas à tous les coups non plus, parce que parfois des patientes échappent au traitement microprogestatif et il peut y avoir des saignements qui peuvent être quand même douloureux. On a maintenant donc les traitements par dienogeste, qui est tu disais tout à l'heure. Voilà, qui est un progestatif, qui est pas un micro-progestatif, qui est un progestatif, qui lui a en plus une petite activité anti-inflammatoire sur les lésions d'endométriose. Avant, on avait des traitements macro-progestatifs, c'était ceux qui étaient quand même très forts, mais on s'est rendu compte que ces traitements donnaient des tumeurs cérébrales. Oui. Alors, un détail, mais quand même. Mais voilà, du coup, on peut peut-être éviter. Bon, parfois, ça arrive qu'on soit obligé de les mettre en place, mais on évite au maximum. Donc c'est vrai que dans les traitements médicamenteux hormonaux, c'est un peu toute cette panoplie, et on va un peu à l'escalade en fonction de la patiente, en fonction de comment elle supporte, parce que on est très individuel face aux hormones, la prise de poids, l'acné, etc. Chaque organisme les troubles de réagit l'humeur, différemment. les troubles de la libido aussi, qui peuvent être dus aux traitements médicamenteux aussi, les troubles de la libido en plus dont on a parlé. Et parfois, il y a aussi le stérilet. Je ne vais pas parler du stérilet hormonal, mais ça reste un progestatif hormonal. Quand on s'en sort pas avec les traitements hormonaux, ou des patientes qui ne veulent pas des traitements hormonaux aussi, on se tourne vers d'autres choses. Plutôt les anti-inflammatoires dans ces cas-là, ou... Alors, le problème des anti-inflammatoires, c'est que si on donne des anti-inflammatoires dans une douleur chronique, on va en prendre tous les jours. Oui. Les anti-inflammatoires tous les jours, on déconseille. Sur le plan gastrique, sur le plan rénal, sur le plan hépatique. Plein de plans différents. Voilà, on évite. Donc c'est vrai que les traitements, maintenant dans le CNGOF, c'est le collège des gynécos, il y avait eu des thérapeutiques préconisées. Ils ne préconisaient plus les anti-inflammatoires au long cours. Au long cours. Donc voilà, donc ça reste dans ce cas-là des antidouleurs type palier 1, c'est Doliprane. Palier 2, on passe à des traitements qui sont quand même forts, c'est de tramadol, des choses comme ça, qui sont à base de codéine ou de... Oui, puis les opiacés, il est vrai qu'on peut pas... Et les opiacés, l'inconvénient, pareil, dans une douleur chronique, c'est l'accoutumance. C'est ça, et on voit ce que ça a donné aux États-Unis, ce que ça donnait aux États-Unis. Et d'ailleurs, pour faire la parenthèse sur le tramadol, ça va passer au mois de décembre sur des ordonnances hyper sécurisées, parce qu'il y a aussi un trafic sur les opiacés qui est colossal, quoi. Donc voilà, donc on est un petit peu limité dans tout ce qui est traitement médicamenteux quand les traitements hormonaux ne fonctionnent pas ou les traitements hormonaux ne sont pas souhaités par la patiente. On passe à des traitements autres,
Donc les et là, traitements, voilà. quelle est toi ta position sur les traitements autres, genre Alors, les traitements un peu naturels? Les traitements naturels entre guillemets, donc il y a plusieurs sortes. Soit les traitements naturels à base de plantes. On peut avoir des. Alors ça c'est pas ce que j'ai pas l'habitude d'en prescrire. Je ne suis pas naturopathe, mais je sais qu'il y a des complexes qui sont faits avec du gâtillier, avec plein de choses que moi je maîtrise pas forcément parce que je ne maîtrise pas ce versant de la médecine, mais je sais que il y a pas mal de patientes qui vont voir des naturopathes ou des micronutritionnistes aussi. Pour tu as un excellent DU de phytoaroma à Lausanne, si le cœur t'en dit. C'est vrai que parfois c'est les choses que je maîtrise pas, donc je passe la main quand on arrive à ça. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les traitements dont je parlais aussi, les traitements de kiné, les massages, les traitements, ostéopathe. Et puis, il y a ce dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, qui est quand même un traitement aussi de la douleur, c'est le TENS. Oui. Par la stimulation électrique. La stimulation électrique aussi, ça je prescris assez souvent aux patientes quand justement je veux qu'elles prennent moins d'anti-inflammatoires ou quand on peut pas faire autrement aussi, c'est donc le TENS, c'est un petit appareil qu'on colle sur la peau et qui envoie des stimuli nerveux, et le but c'est de tromper le corps. Le corps, et ça marche bien parce que dans les traumas en orthopédie ça marche bien aussi sur les fractures. Le but c'est de trouver quand même l'endroit où le poser, où ça va améliorer et tronquer le cerveau. Et parfois on est quand même obligé de passer aussi la main au centre antidouleur. Oui, parce qu'il y a des patientes effectivement qui sont résistantes. Moi j'ai eu des patients résistants à la morphine par exemple. Le problème de la douleur chronique, c'est que ça abaisse le seuil de sensibilité. Ils ressentent des douleurs qui normalement ne sont pas des stimuli douloureux, et donc ça crée cette douleur chronique. Et moi je rajouterais dans ces techniques, parce que comme tu sais moi je suis homéopathe de formation, et l'homéopathie peut être aussi une piste, donc je t'invite à faire le DU aussi d'homéo, du uniciste de préférence. Et tu as raison de passer la main, parce que je reviens sur la phytothérapie, parce que malheureusement on voit beaucoup aussi de choses sur internet, et les gens prennent des plantes. Alors on parlait tout à l'heure hors antenne de ce qu'on appelle les phytoestrogènes, alors même si le terme est pas bien adapté, mais même les plantes elles sont pas anodines, puisque elles vont amener des précurseurs hormonaux, et ces précurseurs peuvent avoir un effet positif mais aussi délétère, ou un mauvais mélange. Je pense que des mélanges qui sont pas adaptés en termes de quantité de soja ou de yam, parce que un va avoir une action sur les oestrogènes et l'autre sur la progestérone, et il est important de pas faire n'importe quoi ou pas trop stimuler. Donc ça c'est plutôt les gens aussi les patients doivent être précautionneux là-dessus, et pas faire n'importe quoi et passer effectivement la main. Mais on peut avoir je sais que pour avoir des consoeurs, des confrères qui travaillent avec la phyto, avoir des résultats qui peuvent être intéressants. Alors, le problème, c'est qu'il y a peu ou pas d'études en phytothérapie, c'est plutôt des constatations de terrain qui nous font penser que ça fonctionne ou pas, quoi. Voilà. Eh bien, écoute, Jennifer, moi, j'ai pris grand plaisir à faire cette émission avec toi. Moi aussi. Je pense qu'on avait encore plein d'autres choses à dire, mais bon, on était limité par le temps. Voilà, là, je vois Jean-Pierre qui, sinon, va nous gronder. Et puis, accessoirement, tu vas reprendre tes consultations. Aussi, oui. Donc, voilà, comme on a tous des emplois du temps un peu chargés. Alors, moi, je souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne continuation. Jennifer, merci de ta venue, c'est un grand plaisir. Merci de ton invitation. Je te réinviterai, on parlera de la ménopause, parce que qui est aussi un sujet qui est pas banal et qui est vraiment intéressant. Moi, pour avoir fait une émission sur la ménopause sur une autre radio que je citerai pas, parce que la meilleure radio est bien évidemment Radio Grand Lac. Voilà, Jean-Pierre me tend un gros billet pour ça. Et puis, eh bien moi, je vous invite à ce qu'on se retrouve dans un mois, et là, nous parlerons des accidents domestiques, et je recevrai un médecin urgentiste. Merci à tous. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac, où que vous soyez.